Effectivement, hier, j'ai fait un bref communiqué dont les objectifs étaient très clairs. Je crois que tout le monde a compris. Mais il y a certains qui ont demandé à mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a eu beaucoup de communiqués, mais c'est juste des communiqués de caractère politique pour soutenir l'État malien. D'autres se sont tus. Je voudrais expliquer davantage que les relations entre le Mali et l'Algérie, l'Algérie et les pays de l'AES, pour mieux l'appréhender, il faut convoquer l'histoire, la géopolitique, la politique, la stratégie et un peu de géographie. En réalité, quand vous convoquez l'histoire, au moment de la pénétration coloniale, dans les années 1890, quand vous regardez au moment où les colons ont pénétré notre territoire, ils se sont opposés à une farouche opposition de l'ensemble des groupes ethniques. Les Bamana, les Sénoufos, les Peuls, les Songhoi, les Touaregs, les Arabes. Mais là-dedans, il y a une ethnie, il y a les localités de Kidal. Les Français, comme leur politique s'est toujours divisée pour régner, ont fait une convention avec eux pour dire que c'est la convention du 15 septembre 1907. Ça s'appelle la convention de Bourem, qui est ordonnée par un militaire français qui a écrit et l'adopté. Parce qu'il se trouve que les populations de Kidal étaient sous la domination spirituellement des Kunta et militairement des Oulimeden. Donc pour avoir une sorte d'autonomie et sortir de cette domination, ils ont conclu un accord avec l'État français à travers le militaire de la Verdure, qui dit, comme je vous l'ai répété, l'Adra des Ifogas appartient désormais aux Ifogas et à ce qu'il plaira à la France d'installer. Donc tout le monde a participé à la résistance à la pénétration coloniale, sauf ceux qui ont signé cet accord avec la France. Donc diviser pour régner, trahir, ça c'est le credo du colonisateur. Ça c'est l'histoire. Maintenant, à la même période, lorsque on s'est approché des indépendances, qu'est-ce que les Français ont fait? Dans le sud de l'Algérie, il y a ce qu'on appelle le Hogar. Les Français ont créé des milices avec des chefs qu'ils ont armés. Ils ont leurs cousins au Mali, qui étaient les Ifogas, majoritairement il y a beaucoup de populations de Kidal. Et les milices Hogar, les Français les ont utilisés d'ailleurs pour combattre le FLN, le Front de Libération Nationale d'Algérie. Mais à cette période, le Mali avait une position très claire. Je ne reviens pas tout ce qui a été fait, ça a été suffisamment dit pour ne pas insister là-dessus. En ce qui concerne l'aide du Mali à l'Algérie dans la lutte d'indépendance, c'est assez documenté. La deuxième étape, lorsque l'indépendance s'est imposée, vous savez, les populations du Nord, il faut connaître un peu leur mentalité, la zone Touareg. Il y a une certaine liberté spatiale. C'est difficile de les unir et de les orienter comme dans une administration verticale, ça ne marche pas chez eux. Parce que historiquement, eux-mêmes, ils sont divisés en des petits groupes à cause des... Chacun a son petit territoire. Ça, c'est leur nature. Donc, les populations de Kidal, naturellement, certains voulaient avoir la même liberté. Modibo Keïta a dit, on est allé à l'indépendance, maintenant tous les citoyens doivent traiter de la même manière. C'est l'une des raisons, je ne dis pas tout, de la première révolte. Parce qu'il y avait des règles qui ont été établies, protéger l'environnement, payer les droits des taxes ou goumiers à l'État, ainsi de suite. Les populations du nord de cette partie n'étaient pas habituées à ce type de contraintes. Mais il y a le feu que le colonisateur a mis là-dedans. On voulait faire une révolte. Donc la première sécession est partie, l'ont soutenue en douce. Le président Modibo Keïta avec l'armée malienne ont pris leurs responsabilités. Je ne reviens pas à tout ce qui s'est passé.
ont pris les responsabilités, on a rétabli la paix. Mais beaucoup oublient que cette paix-là, elle a été obtenue grâce au soutien de l'Algérie et du Maroc. Parce que les chefs de la rébellion à Kidal, parce que je rappelle qu'aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'y a pas une zone de repli. Si l'Algérie n'était pas dans le jeu de la France en ce moment, le chef de la rébellion, l'Algérie l'a donné au président Modibo Keïta. Celui qui s'est réfugié au Maroc aussi, le roi du Maroc l'a donné. Et l'armée a fait son travail et on a mis fin à une première rébellion. D'ailleurs, lorsque le régime a changé, des engagements ont été pris face au gouvernement malien dirigé par Moussa Traoré pour dire qu'il n'y aura plus de rébellion au nord. C'est ainsi que le chef de la rébellion, qui était en prison ici à Bamako, a été libéré, les deux. Celui que le Maroc a arrêté, celui que l'Algérie a arrêté. Et des engagements ont été pris vis-à-vis du gouvernement malien qu'il n'y aura plus de rébellion. Donc, ceux du centre, celui qui s'est réfugié au Maroc, effectivement, il n'y a plus de rébellion ouvertement. Ceux du nord aussi, pendant des années, il n'y a pas eu de rébellion. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, les relations historiques évoluent. Le nord du Mali, pour ceux qui lisent les écrits des premiers administrateurs de la République du Mali, notamment le gouverneur de Gao, Bakara Diallo, ses premières missions dans le nord, c'était très clairement écrit que le nord regorge d'énormes richesses, que pendant des années encore, l'État malien va administrer le nord à perte. Parce que l'ensemble des impôts collectés dans cette partie ne permet même pas de payer les salaires. Donc c'est le Sud qui a subventionné l'administration au nord. Mais le Mali sait que dans l'histoire, dans le temps, le nord regorge d'énormes ressources. En fait, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lorsque les ressources naturelles ont commencé à être utilisées par certains États, on est allé vers les années 1990, 89, 91. Au moment où la France préparait une nouvelle division du Mali, ils se sont appuyés exactement sur une partie des populations du Nord qui avaient émigré dans les années 70 avec la grande sécheresse en Libye pour fomenter une nouvelle rébellion. Bien sûr, vous savez, dès que les problèmes ethniques ou religieux arrivent, les gens soutiennent. En tout cas, l'État a pu maîtriser en sa façon cette rébellion. La preuve, c'est qu'au coup d'État du 26 mars, tous les leaders de la rébellion étaient à Bamako. Ils n'étaient pas dans la nature, parce que quand on a signé les accords de Tamaracet, qui ont été adoptés, beaucoup racontent qu'on a dégarni le nord, ce n'est pas vrai du tout. Au moment où l'armée voulait occuper le nord, il a multiplié les postes militaires. Mais lorsque la situation a été maîtrisée, dans les accords de Tamaracet, c'est écrit qu'une partie de ces postes seront libérés. Mais les postes essentiels qui étaient là n'ont jamais été libérés. Donc ceux qui disent au Mali qu'on a dégarni le nord, c'est du faux. Ils racontent ça à ceux qui ne comprennent pas. Donc, je dis bien quand les accords de Tamaracet ont été signés, il y a une sorte d'accalmie. Et tous les dirigeants de la rébellion, y compris Yad Agali, ils étaient à Bamako le 26 mars pour négocier comment établir la paix définitivement. Bon, vous avez suivi le reste, il y a eu des événements, après il y a eu beaucoup de discours démagogiques, on a dit que la rébellion c'était une composante du mouvement démocratique, les rebelles étaient même des démocrates en armes, bon, en oubliant que le premier acte du mouvement d'indépendance de 1989, le mouvement populaire de l'Azawad, c'était un acte terroriste. Ils sont allés à Tindermen, le chef d'arrondissement il a été égorgé, son épouse a été égorgée, qui était enceinte, les gardes ont été égorgés, les prisonniers ont été égorgés. Donc des actes terroristes. Donc la rébellion a commencé chez nous par des actes terroristes. Bon, il s'est trouvé au Mali, des gens pour la démagogie en politique disent que bon, c'est des démocrates en armes, ainsi de suite. Je ne suis pas sur ça. En un mot, après 1991, tout ce que l'État malien a fait, on a passé par perte de profit pour faire une nouvelle narration. Et la rébellion a pris naturellement. Finalement, on a signé le pacte national du 12 avril, où on est venu nous dire que
les rebelles, leur nombre à intégrer, c'était 3600. Alors qu'en 1991, sur la table du président, on a dit qu'ils étaient 250. Je passe sur tout ça. Maintenant, dans les années 90, vous savez que les objectifs stratégiques des États changent. Les gouvernements algériens, c'était devenu de plus en plus clair pour ceux qui analysent que dans le jeu, dans le grand échiquier, le grand jeu qui se faisait au nord, ils avaient une main là-dedans. Et les dirigeants pensaient que, en distribuant par exemple les blocs pétroliers, en donnant certains blocs à l'Algérie, ça va calmer les choses. Mais ils n'ont rien compris. Quand les gens ont une conviction, la corruption, là, le fait de donner des facilités aux gens, c'est purement temporaire. On a donné des blocs au Mali. Au Niger aussi, on en a donné. Mais en réalité, quand vous faites une analyse stratégique, le gouvernement algérien n'avait pas intérêt à les exploiter. Il voulait prendre ces blocs-là juste pour les garder, pour plusieurs décennies après. Mais continuer à avoir une influence dans la sous-région. Ce qui fait que maintenant, les populations de Kidal, pratiquement la plupart ont des passeports algériens, sont devenus des amis de l'Algérie. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes populations. C'est comme au sud du Mali. Le sud du Mali et le nord de la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes personnes. Donc le sud de l'Algérie et le nord du Mali, c'est à peu près les mêmes personnes. Donc on a fait cet amalgame-là pour des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Sinon, pendant la rébellion, les Maliens qui étaient immigrés là-bas, mais ils étaient traités comme des immigrés. En un mot, il y avait des intérêts et des objectifs géostratégiques de l'Algérie qui étaient différents du discours ambiant qui était livré. Et au sein de l'Union africaine, vous savez que l'Algérie est considérée comme un leader à cause de ses positions nationalistes. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué au fur et à mesure? Le gouvernement algérien souffle le chaud et le froid. Pendant qu'il y a un discours lénifiant pour endormir les autorités maliennes, les analystes comprennent que tous les mouvements de rébellion, l'État algérien avait sa main là-dedans. Ça s'est apparu au grand jour, au fur et à mesure que l'État malien prenait ses responsabilités, prenait l'intégrité du territoire comme une donnée permanente de sa politique. Donc, vous aurez remarqué qu'au début de la transition, l'Algérie a apparu comme un soutien de l'État malien. Moi, je l'ai expérimenté quand je suis venu de New York le 25 septembre 2021. Le président algérien a dépêché son ministre des Affaires étrangères, spécialement par avion, venir au Mali et de l'aéroport venir dans mon bureau me féliciter pour avoir eu le courage de dénoncer le double jeu de la France. On s'est dit beaucoup de choses. C'est ce jour-là d'ailleurs qu'on a sorti la fameuse phrase que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il est reparti, on était tous très ravis. Mais au-dessus de ces discours-là, en dessous en réalité, il y avait des jeux que nous comprenions. Parce que lorsque la France a influencé la CEDEAO pour nous imposer un agenda de transition, mais l'Algérie s'est associée à eux indirectement en partant à l'OIA, à l'Union africaine, nous fixer un agenda de 16 mois. Comme si nous, on veut quitter la vassalisation de la France pour rentrer dans la vassalisation de l'Algérie. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça qu'on travaille entre frères. Et depuis, les relations n'ont cessé de se dégrader. Parce qu'on a refusé la vassalisation. Dans mes discours, vous entendez souvent, je dis, le Mali n'acceptera jamais d'être un vassal de quelqu'un. En ce moment, en réalité, c'était ce discours-là que je tenais, c'est pour que nos frères algériens comprennent. Parce que moi, je considère encore, et pour toujours d'ailleurs, que l'Algérie, c'est un pays frère. La météo politique, les intérêts qui se jouent là, ça va et ça revient. Et regardez le problème entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit. Il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats. Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie. C'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça.
Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Sinon, l'écrivain franco-algérien qui est arrêté, mais ils n'ont pas pu l'aller avec lui. Or, c'était ça l'objet de la bagarre. Quand il a donné une interview dans la presse de droite française pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartenait au Maroc, ça, je crois que c'était... Ça, c'est mon avis d'homme politique. Je crois que c'est une maladresse. Ce n'était pas la peine de dire ça. Au moment où on est dans cette guerre géopolitique, c'est une façon de fragiliser l'Algérie. Mais on ne dit pas ça aux gens. On dit seulement qu'il y a un penseur, un écrivain qui a été arrêté à cause de ses opinions, alors qu'en réalité, c'est une prise de position aujourd'hui contre l'Algérie. Bon, ce monsieur-là, les Français n'ont pas obtenu sa libération. Or, c'est ce qui était à la base de la brouille. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils ont conclu un accord géostratégique avec l'Algérie sur la sécurité au Sahel. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, tout le reste, là, les visas, les ceci, c'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se bagarrer pour ça, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut parler de la sécurité au Sahel sans les pays de l'AES? Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai parlé hier d'une alliance impie. L'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose pour nuire au Mali. Qu'est-ce que vous remarquez depuis quelques années? Depuis 2012, les Moujao, le premier mouvement terroriste, la plupart des gens qui l'animent, ils sont venus de la République du Sahraoui. Là, c'est sous la domination de l'Algérie. Les Moujao étaient composés essentiellement des Sahraouis. Donc on n'est pas naïf. Moi, j'analyse tout ce qui se passe au Mali. Il y a les discours lénifiants et ce qui se fait. Ensuite, quand vous regardez les mouvements séparatistes au Mali, mais aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'a pas de base arrière. La base arrière de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, une fois dans une réunion internationale ici, quand je n'étais pas encore Premier ministre, moi j'ai apostrophé une dame qui porte toujours le drapeau de l'Azawad dans les réunions. Moi je lui ai dit, madame, vous êtes malien. Vous avez immigré en Algérie à la suite de la première rébellion. Mais en Algérie, là-bas, vous êtes un immigré, vous n'avez rien. Mais au Mali, ici, quand vous êtes revenu, on vous a pris comme un citoyen. Vous avez des marchés, vous êtes riche, vous roulez en véhicule 4x4, vous avez une villa à Bamako, vos enfants sont dans les grandes écoles, vous arborez le drapeau de l'Azawad. Mais en Algérie, vous n'avez pas ça. Je dis donc, vous êtes malien, enlevez ce drapeau-là. Je sais qu'aujourd'hui, la rébellion est devenue un fonds de commerce pour certains intellectuels, pour certains militaires de la rébellion, pour certaines personnes. Et la rébellion, je vous assure, je l'ai toujours dit, les plus grandes victimes de la rébellion, si vous les comptez, il y a les Touaregs et les Arabes. Ce nombre de Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés, ce nombre d'Arabes qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont victimes des représailles, mais ils n'ont rien demandé à personne. Parce que toutes ces rébellions-là sont venues de l'extérieur, sont instrumentalisées de l'extérieur, sont soutenues de l'extérieur. Mais quand ils sont en difficulté, ils disent, ouais, nous sommes des Touaregs, des Arabes, c'est à cause de nous. Ce n'est pas vrai. Au nord du Mali, pendant plus d'une décennie, l'ANICT, la Banque d'investissement des régions du Nord, était dirigée par un Touareg. L'ADN, l'agent de développement du Nord, pendant plus de 20 ans, c'était dirigé par un Touareg. Qui peut dire qu'on les marginalise? Mais il y a un petit groupe de gens qui font du commerce de ça. Ils vivent de ça, ils ont leur famille, ils vivent bien, quand ils ont 1 million, ils donnent 100 000 francs aux gens, on les maintient dans la précarité, on dit que c'est des bonnes personnes, et on maintient les populations du Nord. Il est grand temps que les jeunes Arabes, les jeunes Touaregs, les jeunes Peuls, les jeunes comprennent que la rébellion ne sert personne. Maintenant, quand je dis ça à cette dame-là, en fait, c'est des messages qui étaient adressés à tous ceux qui animent la rébellion. Et j'ai dit aux étrangers, sortez de nos discussions, nous allons discuter entre nous frères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'armée malienne avait un projet de prendre Kidal, qu'est-ce que les services secrets français ont fait? Ils ont attaqué le bateau de Tombouctou, tué des centaines, des dizaines de Maliens. Et les mouvements armés ont endossé ce crime de terroriste-là. C'est à partir de ce jour, beaucoup de Maliens, c'est à partir de ce jour
que nous avons considéré que ce sont des mouvements terroristes. Et nous avons déchiré l'accord qui a été signé à Alger, parce qu'on a compris qu'il y a une instrumentalisation en dessous. Ils se sont réfugiés dans les services secrets français d'abord, après ils se sont retrouvés en Algérie. Mais ils sont dans le sud de l'Algérie, plus les politiciens qui les ont rejoints là-bas, en train de préparer un coup contre le Mali. Quand il y a eu l'affaire de Tinzaouaten, vous avez écouté les discours des ministres algériens, qu'est-ce qu'ils ont à dire lorsque nous agissions sur notre territoire? Parce que, en réalité, ils ont donné la nationalité algérienne à tous les Maliens du Nord. Donc pour eux, c'est des citoyens. En réalité, c'est eux qui entretiennent les mouvements terroristes au Mali. Parce qu'ils ont des intérêts géostratégiques. Je vous ai parlé de l'histoire. C'est ça leur intérêt géostratégique. Ils vont conclure un accord, un partenariat sur la sécurité au Sahel. Mais la France n'est pas un pays africain. Qu'est-ce qu'elle vient faire un accord avec l'Algérie? L'Algérie et la France ne s'entendent, comme vous avez vu dans ces partenariats impies, que contre le Mali, contre l'AES, contre les pays du Sahel. On a oublié de les dénoncer. Les discours seulement des dirigeants algériens montrent clairement leur intention. On n'a pas besoin d'ailleurs de ces invectives que les uns et les autres se lancent. Donc, nous avons une analyse très claire. Moi, ce que je veux dire aux amis algériens, l'Algérie et le Mali, je le précise bien, sont des frères, pas seulement des amis. Et les frères, on ne les choisit pas. On peut choisir ses amis. Donc, le Mali et l'Algérie sont condamnés à être des partenaires. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui, il y a un jeu malsain, géostratégique, où ils mettent la veste de la France pour venir nous menacer, nous baga-baga, comme on dit en Bamana. Ça ne va pas marcher. Moi, je pense que l'Algérie a suffisamment de problèmes internes. Au sud de l'Algérie, il y a les mêmes situations des populations qui estiment qu'ils sont brimés. D'ailleurs, les Hogara et les autres, ils ne peuvent pas parler seulement, parce que là-bas, on ne parle pas de négociation avec les terroristes. Quand il y a eu les terroristes en Algérie, qui a négocié? Ils les ont matés d'abord. C'est lorsque le rapport des forces a changé qu'ils sont venus négocier. Et quand il y a eu, il y a quelques années, l'attaque d'une base de gaz là, mais le gouvernement algérien n'est pas rentré dans les négociations, ils ont tué tout le monde. Pourquoi ils sont là toujours à nous inoculer ce virus du défaitisme? Ah, il faut négocier alors que vous entretenez les terroristes en douce. Mais nous, notre gouvernement a pris ses responsabilités et vous avez écouté le discours du chef d'état-major de l'armée malienne, Diarra, que je félicite parce qu'il a donné clairement ce que les Maliens veulent. Nous n'accepterons plus d'être un vassal de quelqu'un. Et je dis aux camarades, aux frères algériens, nous ne pouvons pas quitter la tutelle de la France, la vassalisation de la France, pour être des vassaux de l'Algérie ou d'un autre pays. Même s'ils font des partenariats avec les Français contre nous, ce partenariat n'a pas d'avenir. Il faut venir avec nos frères, nous parlons ensemble de la situation au nord, comment on doit faire pour ramener la paix. Les populations du nord, personne n'a jamais dit qu'ils ne sont pas maliennes. Mais ce que nous n'accepterons pas, c'est diviser notre pays ou créer ce faux problème ethnique dans notre pays, les Touaregs, les Arabes, alors que ça ne profite qu'à certaines personnes. Dans le sud de l'Algérie, comme je l'ai dit, nous on ne se mêle pas de leurs affaires, mais nous savons ce qui se passe là-bas. Maintenant, ils essaient de les relations entre les Hogars et les Ifogas, que c'est des amis. Mais il y a 60 ans, c'était le contraire. Je crois que vraiment, au-delà de tout ce brouhaha politique qu'il y a, l'Algérie et le Mali doivent revenir à la raison. Disons l'Algérie, parce que nous ne provoquons personne. Et regardez seulement nos relations. Pourquoi je vous ai parlé d'histoire, je vous parlais de géostratégie. Maintenant, je vous parle de géopolitique un peu. Lorsque dans les années 80, à cause de l'affaire du Sahara occidental, le Maroc a quitté l'Union africaine, l'OIA, parce que tous les Africains se sont mis contre. Est-ce que vous savez que le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec tous les pays africains, sauf le Mali? Beaucoup ont dit, mais pourquoi? Le président, le roi du Maroc, le roi Hassan II, il a fait de la géopolitique avec des racines historiques. Il a dit que les relations avec le Mali ne sont pas les mêmes qu'avec les autres pays. Il sait que dans l'histoire, nous étions liés par les racines. Et il n'a pas rompu les relations avec le Mali. On a continué comme si de rien n'était. Le gouvernement malien aussi, dirigé par le président Moussa Traoré, a dit qu'on a des principes intangibles dans notre politique, depuis le président Modibo Keïta.
nous soutenons toujours les mouvements de libération nationale. Et nous ne pouvons pas cautionner le fait qu'un pays occupe un autre. Ça, c'était il y a plusieurs décennies. Ces relations ont continué jusqu'à ce qu'elles se soient normalisées. Mais aujourd'hui, beaucoup s'étonnent. Le Maroc n'est jamais rentré dans l'invective contre le Mali. Il faut que les Algériens comprennent. Les invectives, les complots contre le Mali, le Niger, ça ne leur apportera rien sur le long terme. Les Français veulent juste les utiliser dans leur combat contre nos gouvernements. Il ne faut pas que l'Algérie rentre dans ça. Ils ont suffisamment de problèmes et leur avenir, c'est en Afrique et non dans des alliances bidons avec des hommes politiques à mal de popularité qui sont rejetés dans leur pays mais qui viennent chez eux pour avoir une crédibilité et se faire accepter dans leur population. Il faut qu'ils sortent de ça. Ensuite, les pays du Sahel aujourd'hui, nous sommes des frères, c'est ce qu'on a compris. Le Mali, le Burkina et le Niger, nous sommes des frères. Nous sommes ensemble. Le jeu de prendre des blocs pétroliers dans les pays et les garder pour plusieurs décennies, ils l'ont fait au Niger aussi. Le gouvernement nigérien, avec une vigilance que je salue, leur a donné un délai, il les exploite ou il annule. Le Mali est en train d'encore d'hésiter, le gouvernement nigérien, lui, l'a tranché. Je félicite nos gouvernements d'avoir agi ensemble. Vous savez que depuis le 11 juillet, malgré toutes les attaques contre ma personne, j'avais dit ici qu'il faut qu'on travaille désormais en mode 3D. On a les défenses communes, aujourd'hui c'est réglé, les diplomaties communes et les questions économiques de développement commun. En ce moment, beaucoup se sont mis à m'insulter au Mali, y compris des gens qui disaient qu'ils soutenaient la transition. Aujourd'hui, la vérité s'est imposée, Dieu merci. C'est pour cela que quand on est sûr de la vérité, là, il ne faut pas changer suivant la météo. Le temps va nous donner raison. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Il faut que le gouvernement algérien revienne à des fondamentaux géographiques, historiques. Le Mali et l'Algérie ne peuvent pas rentrer dans des conflits. C'est comme des frères qui se bagarrent. Je pense qu'ils doivent discuter avec l'État malien et parler à ces mouvements terroristes. Il faut sortir du terrorisme. Les Algériens pensent que tant qu'il y a le terrorisme dans le nord du Mali, ils vont avoir la paix chez eux. C'est un peu ça la théorie. Tout ce qui ne va pas, on les pousse parce que les premiers mouvements terroristes, si vous vous appelez, c'est ceux qui ont été coincés dans le sud de l'Algérie, on les a poussés dans le nord du Mali. Il faut qu'ils quittent cette logique-là. Discuter avec nous. Il n'y a rien qui peut être négociable. Le Mali a dit la souveraineté du Mali, l'intégrité du territoire, la forme laïque de l'État. Tout le reste est négociable. On n'a pas de problème.